Christopher Gigès, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du gouvernement en charge des affaires courantes, mais également membre du nouveau gouvernement, fraîchement élu. Et vous êtes, au titre de l'ancien gouvernement, porte-parole. Vous exprimez chaque matin, à propos du Covid, au moins en général, les affaires courantes. Est-ce que le Covid, c'est une affaire courante? En tout cas, c'est une affaire urgente. C'est-à-dire que je pense que les Calédoniens attendent de nous de la responsabilité, attendent de nous qu'on les protège à la fois sur le côté sanitaire, sur le côté des entreprises, des salariés qui aujourd'hui ont peur de perdre leur emploi du fait du confinement. Donc au final, vous savez, on ne se pose pas forcément la question courante, urgente. L'important, c'est d'assumer ses responsabilités. On les assume aujourd'hui. Oui. On peut dire d'ailleurs que si le gouvernement n'intervenait pas en matière de Covid, personne n'interviendrait. Oui, exactement. On prendrait Donc pas il s'agit bien d'une affaire importante, urgente, qui doit être traitée par le gouvernement actuel. Importante, urgente et nécessaire, parce que si on n'intervenait pas, il n'y aurait pas de confinement, il n'y aurait pas de mesures sanitaires, il n'y aurait pas de campagne de vaccination, il n'y aurait pas de tests, et on aurait un Covid qui pourrait circuler librement en Nouvelle-Calédonie, et les mesures qu'on prend aujourd'hui sont bien là pour arrêter la propagation du virus. Oui, je crois que les Calédoniens l'ont bien compris. Alors, au cours de votre intervention hier, vous n'aviez pas encore les chiffres du jour, de jeudi, donc, pour ce qui concerne à la fois les tests de dépistage et le nombre de cas recensés. Est-ce que vous avez ces chiffres aujourd'hui? Oui, on a ces chiffres. Dans la journée d'hier, on avait eu 482 tests, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'on a une campagne de tests. C'est un record, pratiquement. C'est presque un record. On avait fait un peu plus l'année dernière sur une journée, mais je pense que c'est à peu près le deuxième meilleur score. Mais on est dans une campagne de tests assez massive, justement, pour pouvoir détecter les cas de virus. Et on a eu 7 cas positifs qui est dans la moyenne de ce qu'on a eu ces derniers jours. Oui. Est-ce que 7 cas sur pratiquement 500 tests de dépistage, c'est un résultat qui montre que le risque d'épidémie est plutôt sous contrôle? Oui, c'est à la fois rassurant et à la fois ça nous conforte dans la stratégie qu'on a mis en place. C'est-à-dire que ça nous conforte dans la stratégie de confinement qu'on a mis en place parce que c'est une preuve quand même que le virus est en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est quand même une chose importante. C'est pour ça que nous avons pris des mesures qui sont extrêmement fortes, notamment avec le confinement, où on s'est inspiré des modèles australiens et néo-zélandais, où quand il y avait un cas, on confine pour bloquer la propagation. Néanmoins, c'est aussi rassurant puisqu'on est sur une épidémie qui est contenue avec un faible nombre de faibles cas par jour, qui reste maîtrisé. Alors, le virus a été introduit, on suppose, au travers de Wallis, mais c'est une supposition. L'autre supposition, l'autre certitude, c'est que le virus a franchi la barrière de la quatorzaine. Et donc, il y a deux questions à laquelle doit répondre l'enquête, si elle est en cours. C'est la fiabilité de la quatorzaine d'une part. Si la fiabilité est avérée, ce sera donc une erreur ou un manquement humain. La fiabilité de la quatorzaine à Wallis et Futuna, parce que c'est pas la quatorzaine en Nouvelle-Calédonie fonctionne. Il n'y a pas eu de... Depuis un an, il n'y a pas eu de cas, pratiquement. Enfin, il y a eu des cas en sortie de quatorzaine qui étaient testés, qui étaient envoyés au Médipôle, qui étaient soignés et qui étaient guéris. Pas de cas autochtones, en tous les cas, à la suite de la quatorzaine. Pas de cas autochtones. Ça, c'est clair. Le problème a été sur Wallis et Futuna, où il y a des investigations qui sont en cours pour savoir comment ça s'est passé. Il y a une personne qui a été détectée positive le 6 mars dernier et qui a conduit justement aux investigations qu'on a menées en Nouvelle-Calédonie, détectée à Wallis et Futuna. Cette personne, elle est arrivée le 18 janvier à Wallis et Futuna. Elle a fait une quatorzaine à Wallis et Futuna. Elle a fait un test au bout de 7 jours, un test au bout de 14 jours, et les deux tests étaient négatifs. C'est ensuite, en mi-février, qu'elle a eu des symptômes et des problèmes respiratoires qui l'a conduit à faire un troisième test et montrer qu'il était positif au Covid-19, ce qui montre qu'il a attrapé le Covid sur Wallis et Futuna et non pas lors de sa quatorzaine quand il est arrivé. Donc ce n'était pas le patient zéro. Il y avait déjà une circulation à Wallis et Futuna et on le voit aujourd'hui, il y a une circulation forte à Wallis et Futuna puisque les cas doublent quasiment tous les jours. Oui, on a le chiffre de 129 cas aujourd'hui depuis pratiquement dimanche dernier.
Nous en profitons pour souhaiter beaucoup de courage à nos amis de Wallis et Futuna. D'ailleurs, il n'y a pas de manquement à la solidarité entre Wallis et la Nouvelle-Calédonie. Je crois que le patient le plus grave de Wallis et Futuna a été accueilli ou va être accueilli au Medipôle. Oui, très clairement, il a été accueilli au Medipôle en réanimation, puisque Wallis n'a pas les infrastructures nécessaires pour faire face à ce type de soins. Donc, il a été accueilli mercredi soir au Medipôle. Mais il y a aussi des liens. La province sud a envoyé des tests récemment, des centaines de tests à Wallis et Futuna. Il y a un lien aussi avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et on a des échanges réguliers avec les autorités sanitaires et administratives de Wallis et Futuna. L'idée n'est pas de les laisser tomber. Voilà, un bel exemple de solidarité entre Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Au cours de l'intervention au gouvernement hier, il a également été question de l'introduction du variant anglais. Donc il est présent en Nouvelle-Calédonie. Oui, le variant anglais est présent en Nouvelle-Calédonie. Ça a été testé au Medipôle puisqu'on avait jusqu'à présent pas la possibilité d'avoir des tests sur les variants. On était sur la souche principale du Covid. Aujourd'hui, on a la possibilité de tester notamment la présence du variant anglais. Elle a été confirmée et il semblerait qu'elle soit confirmée sur les autres cas aussi positifs au Covid. Et donc, ça serait le variant anglais qui circule en Calédonie. Alors, un message pour ceux qui se font vacciner. Le Pfizer BioNTech est-il efficace contre le variant anglais et les autres variants d'ailleurs? Oui, très clairement, ça a été confirmé par les autorités sanitaires locales et internationales. Le Pfizer est parmi les vaccins les plus efficaces contre les variants, et notamment contre le variant anglais. Et ça, c'est une chance à mon sens, on ne dit pas assez de pouvoir bénéficier de ce vaccin dans le cadre de la solidarité nationale. Gratuitement? Ce que j'allais dire gratuitement, parce que ça a un coût. C'est-à-dire qu'à un moment, on le dira, le coût exact du nombre de vaccins qui ont été livrés en Nouvelle-Calédonie. Et si on n'était pas français, on n'aurait pas ce dispositif. Voilà, c'est dit. Hier également, une question a été posée sur le format numérique d'attestation pour circuler pendant cette période de confinement. Qu'en est-il aujourd'hui ? C'est une question qui s'est posée puisque quand on a décidé de reconfiner la Nouvelle-Calédonie dimanche soir pour une application mardi, on a tout de suite posé la question à l'État, est-ce qu'on pourra réavoir une attestation numérique qui avait été très utilisée par les Calédoniens? Le problème, c'est qu'on n'est pas dans la même situation que la métropole au niveau attestation, donc on n'est pas dans la même période de confinement qu'en métropole, et donc les données du ministère de l'Intérieur ne sont pas les mêmes. Donc, on s'est calé avec les services de l'État pour produire, nous, une attestation numérique qui a été validée par les services du Haut-Commissariat hier. Et donc, elle sera lancée aujourd'hui à la fin de mon point presse de 10h, donc vers 11h midi, sur attestationcovid19.gouv.nc. Voilà. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, attestationcovid19.gouv.nc, mais elle sera également présente sur tous les sites www.gouv.nc ainsi que sur le site du Haut-Commissariat, je présume. Bon, voilà une bonne nouvelle qui va faciliter les démarches des Calédoniens qui veulent se déplacer pendant cette période de confinement. En ce qui concerne les masques, donc les masques seront obligatoires à partir de 0h samedi ou de minuit vendredi. Et la pénalité est assez importante puisque c'est 15 000 francs d'amende pour ceux qui sont en contravention. Quels sont les masques qui sont recommandés ? Les masques qui sont recommandés, c'est les masques chirurgicaux et UNS1, puisque c'est les plus efficaces contre les variants. Et là, on voit que c'est un variant anglais qui circule. Donc ça, c'est un masque chirurgical. Les masques dits UNS2 aussi sont autorisés. Tous les masques agréés sont autorisés. Mais les masques recommandés restent les chirurgicaux et l'UNS1. Et UNS1 à 3 épaisseurs de coton, je crois. Exact, avec des normes AVNOR. Ouais. Mais ce qui est précisé dans l'arrêté, c'est tous les masques agréés sont autorisés, donc si vous avez un masque agréé, vous ne serez pas verbalisé. Donc à partir de vendredi minuit, 0h samedi, tout le monde doit porter un masque recommandé, agréé. Aux États-Unis, depuis le 8 mars dernier, les personnes qui ont été vaccinées, et on n'entend pas personnes vaccinées, des personnes 15 jours après le rappel de vaccination, lorsqu'il y rappelle, ou 15 jours après l'administration du vaccin Johnson & Johnson, qui ne nécessite qu'une seule dose. Donc aux États-Unis, les personnes vaccinées
ont l'autorisation de se réunir dans un lieu privé sans masque. Cela facilite grandement la vie sociale. Est-ce que c'est une mesure qu'on pourrait envisager en Nouvelle-Calédonie? Vous savez, on a été vraiment dans l'anticipation permanente sur la question du Covid. C'est-à-dire qu'on vit Covid-free depuis presque un an en Nouvelle-Calédonie, ce qui ne nous a pas empêché de travailler sur la mise en place de mesures de confinement extrêmement strictes pour bloquer la propagation du virus si le virus devait être introduit en Nouvelle-Calédonie. Cette cellule d'anticipation, elle se poursuit. C'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent sur l'après. C'est-à-dire qu'on a l'immédiat et on a des gens qui sont chargés de préparer ce qui pourrait être un confinement plus long. Et des mesures un peu plus longues. Et donc, la question de regroupement de gens vaccinés, on a nos autorités sanitaires qui regardent ce qui se passe aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, les retours d'expérience, savoir s'il n'y a pas eu de contamination au final de ces personnes. Et on prendra la décision, mais on étudie tous les scénarios possibles et pour améliorer la vie des gens au maximum. Très bien. Le vaccin que nous avons aujourd'hui, le Pfizer-BioNTech, est-ce qu'il sera suffisant, en quantité suffisante pour atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés, ou est-ce qu'il sera nécessaire de faire appel également aux autres vaccins, AstraZeneca, Johnson & Johnson et Moderna? Aujourd'hui, pour le moment, on nous livre que du vaccin Pfizer. L'AstraZeneca, il y a un certain nombre de débats autour de l'AstraZeneca. Ce matin, je voyais que le Danemark, Oui. la Norvège l'ont retiré de leur liste de vaccins. Le Moderna, de ce qu'on nous dit, ne peut pas voyager plus de 10 heures. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, c'est assez compliqué. Donc on a déjà la chance d'avoir le Pfizer. Ça, c'est déjà une chance qui est importante et qui fait partie de ceux qui marche le mieux. Il y a le Johnson & Johnson qu'il faudra qu'on étudie, mais on a déjà celui-là et notre objectif est de vacciner à minima 2000 personnes par jour dans les prochaines semaines. L'État nous a garanti à minima 10 000 doses par semaine qui nous permettra justement d'avoir cette campagne de vaccination. Donc oui, on aura assez de doses pour vacciner tous les Calédoniens qui le souhaitent. Donc le Pfizer sera suffisant. Oui. À 2000 vaccinations par jour, ce qui est considérable à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, c'est un plan vraiment très ambitieux. À quel moment espère-t-on atteindre l'immunité collective, donc 70% de la population vaccinée, ce qui serait une performance à noter. Aujourd'hui, seul, je crois, Israël a atteint ce niveau d'immunité collective. Oui, Israël en plus avec un mode de fonctionnement un peu plus dirigiste pas tout à fait la même chose. que nous. Mais très clairement, on espère à 6 mois. On se donne l'objectif de 6 mois, mais j'ai tendance à dire qu'il faut avancer ces objectifs et j'espère qu'on pourra le faire même avant. Alors, il y a effectivement une accélération du nombre de centres de vaccination. Je crois que la province sud aujourd'hui va ouvrir un nouveau centre de vaccination à Montravel. Pour les enseignants. Globalement, sur l'ensemble de la Grande Terre, il y a des centres de vaccination suffisants un peu partout pour les populations? Oui, très clairement. Et il y a un travail qui est fait notamment avec les provinces qui est essentiel. C'est-à-dire que les provinces sont vraiment des collectivités de proximité et des collectivités agiles et par leurs dispensaires nous permettent justement d'avoir cette campagne de vaccination qui s'accélère. Donc on a encore une réunion avec eux ce matin d'ailleurs pour voir comment on améliore cette campagne de vaccination avec eux, comment on ouvre des centres de vaccination supplémentaires. Donc il y aura les différents CMS et dispensaires, il y a le Medipol, il y a le centre du receiving pour la partie Nouvelle-Calédonie, mais on est aussi sur des campagnes ciblées, c'est-à-dire que là, la province sud annonce cet après-midi un centre notamment pour les enseignants, pour vacciner l'ensemble des enseignants de Nouvelle-Calédonie qui le souhaitent. J'insiste sur le qui le souhaitent parce que ce n'est pas une campagne qui est obligatoire à ce jour. On ouvrira la semaine prochaine un centre pour les entreprises qui sont essentielles. Ça sera le centre du SMIT qui accueillera toutes ces entreprises essentielles. Et on aura un centre pour les agents de les collectivités publiques essentielles également. Alors, dans 6 mois, il faut l'espérer, la Nouvelle-Calédonie aura atteint la phase essentielle d'immunité collective. En Australie, le Premier ministre a laissé entendre avec Qantas que
les vols internationaux pourraient reprendre, ou tout au moins l'Australie pourrait s'ouvrir au mois d'octobre prochain. Dans cette perspective, est-ce que la Nouvelle-Calédonie entretient des relations avec ses voisins pour évaluer la situation et l'ouverture éventuelle de relations aériennes? Oui, on l'avait déjà avant, c'est-à-dire quand on était Covid-free, on avait des discussions avec les consulats et australiens et néo-zélandais, qui sont nos amis de la région. On a des excellentes relations avec eux, chaque chose en son temps. C'est-à-dire vraiment, ils savent qu'on est là, on sait qu'ils sont là, on sait que les Calédoniens ont envie d'aller en Australie, on sait que les Australiens ont aussi envie de venir en Nouvelle-Calédonie pour sortir un petit peu. On travaille à ça, mais chaque chose en son temps. Notre premier objectif, et sur quoi on est concentré aujourd'hui, c'est de redevenir Covid-free. Redevenir Covid-free. C'est ça, exactement. Alors, vous faites partie d'un gouvernement qui est tombé, mais qui gère les affaires courantes et les affaires urgentes. On le voit avec le Covid. Vous faites partie également du nouveau gouvernement, je le disais en début de cet entretien. Un des motifs de la chute du gouvernement précédent, avancé par les indépendantistes, était l'absence de collégialité. Aujourd'hui, dans la crise du Covid, quelle est la situation de la collégialité? Elle existe aujourd'hui? Elle a existé avant? Tout le monde est bienvenu pour travailler. Moi, c'est collégialité, pas collégialité. Ce que je disais tout à l'heure, on a des responsabilités. C'est-à-dire que les intérêts politiciens, les communications politiciennes, je crois que ça n'intéresse pas les Calédoniens aujourd'hui. Les Calédoniens, ils sont intéressés par une chose, c'est qu'on leur garantisse de la sécurité sanitaire, qu'on leur garantisse une sécurité sur leur emploi. Et donc, peu importe comment on y arrive, mais notre objectif est d'y arriver. Ensuite, on voit sur la communication des indépendantistes qui avaient dit c'était parce qu'il n'y a pas de collégialité qu'ils ont fait tomber le gouvernement. J'ai entendu les dernières déclarations post-démission. On était plus sur finalement des revendications autres. Conseil des mines, problème avec des relations avec l'État, plutôt qu'un problème au gouvernement. Et je rappelle qu'ils avaient voté quand même, le jour où ils ont démissionné, le débat d'orientation budgétaire à l'unanimité. On va y venir. En clair, il existe aujourd'hui au gouvernement un rendez-vous, je crois quotidien, tous les jours, de collégialité où sont invités, vous l'avez dit, tous les membres du gouvernement. Donc, s'il n'y a pas de collégialité, c'est du fait des membres du gouvernement qui ne veulent pas y participer. Mais vous avez bien un point de collégialité quotidien. Tous les jours à 15h30. Et pour le moment, la majeure partie des membres de l'ancien gouvernement y participent. Très bien. La plupart. Vous parliez du budget. Le budget, on l'a vu, il n'est pas voté. Il ne sera certainement pas voté à moins qu'un nouveau président du gouvernement soit élu, que le gouvernement arrête un nouveau budget, que l'Assemblée, que le Congrès en soit saisi, qu'il l'examine en commission, qu'il donne son rapport, qu'il vote. Tout cela avant le 31 mars. On a tout lieu de penser que ce ne sera pas le cas. C'est fort probable. C'est fort probable. Au 1er avril, et ce ne sera pas un poisson, pouvez-vous décrire très brièvement le processus qui va s'engager? Donc, qui prépare le budget, qui l'arrête? Ça sera l'État, c'est simple, ça sera l'État qui prendra la main sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. Le haut-commissaire va confier à la Chambre territoriale des comptes le soin de préparer un budget pour la Nouvelle-Calédonie. La Chambre territoriale des comptes le reproposera derrière au commissaire pour application. Il y a quand même un travail qui est fait entre nos services et les services de l'État pour préparer ça et qu'on puisse assurer certaines dépenses obligatoires, notamment sur le Covid. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on ne pourrait pas payer le chômage partiel, comment on ne pourrait pas assurer un certain nombre de dépenses sanitaires. Donc voilà, c'est pas la panacée, mais c'est la situation qu'on hérite. Alors ce budget, ça intéresse beaucoup les entreprises. Il garantit par 12e le fonctionnement des services publics, des établissements publics. Est-ce qu'il garantit également les investissements, notamment prévus initialement au budget? Simplement la poursuite des investissements anciens. Il ne pourra pas prévoir de nouveaux investissements qui sera vraiment un frein pour la relance de l'économie en sortie de Covid. Donc les anciens investissements, les investissements engagés. Ouais. Les 12e vont
calculé en fonction des résultats du budget précédent, 2020. Est-ce que vous avez les grands chiffres de l'exécution du budget 2020? On a déjà une chose qui est, à mon sens, qui est exceptionnelle et qu'on ne dit pas assez, c'est qu'en 2020, on a eu exactement, à quelques francs près, les mêmes recettes fiscales qu'en 2019. C'est-à-dire que pendant une crise où on a eu le Covid, des blocages, un référendum, on a réussi, par les différentes mesures qu'on a pu prendre, à maintenir les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie entre 2 années. Je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel et il faut le souligner. Donc, on a même une augmentation de la TGC par rapport à 2019. C'est que les Calédoniens ont bien consommé aussi en étant bloqués en Nouvelle-Calédonie. Et donc, le nouveau budget qui sera préparé par l'État se fera sur la base des recettes de l'année précédente. En ce qui concerne l'emploi, c'est la préoccupation du moment avec le confinement. Il y avait, et vous aviez vous-même fait prendre des dispositions au Congrès, proposé au Congrès des dispositions pour la relance économique de la Nouvelle-Calédonie, avec un certain nombre de points importants qui étaient en cours. Et je rappelle pour nos téléspectateurs, une de vos premières mesures avait été le remboursement par anticipation de prélèvements fiscaux sur des entreprises lors de la passation de la fiscalité à la TGC. Je crois que ça atteignait 4 milliards. Oui, c'est 4 milliards qui ont été réinjectés directement dans les entreprises. C'était le gouvernement précédent de Philippe Germain avait souhaité que ce soit les entreprises qui se fassent une avance de trésorerie à la Nouvelle-Calédonie et pas l'inverse. Moi, je considère que ça doit être l'inverse qui est fait. Et donc, il y avait effectivement, et vous le confirmez avec les chiffres, en dépit du Covid, une bonne activité économique, une activité qui se relançait. Est-ce que ça se traduisait dans les chiffres de l'emploi? Oui, très clairement. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des secteurs qui sont durablement impactés sur certaines activités touristiques sur Nouméa, sur certaines activités qui sont liées à l'aéroport. Néanmoins, les chiffres de l'emploi du troisième trimestre, puisqu'on n'a que ça jusqu'à présent, montraient une augmentation significative de l'emploi dans le secteur privé, ce qui montrait que les mesures marchaient et que la reprise économique était là. Vous étiez au gouvernement actuel, chargé des affaires courantes, chargé d'un certain nombre de secteurs, et dont celui de l'économie et de la fiscalité, et vous étiez impliqué dans un certain nombre d'opérations visant à relancer l'économie, avec beaucoup d'innovations. En 2 temps, une première phase qui avait été adoptée par le Congrès, et puis une deuxième phase qui était en gestation, mais pratiquement prête à être déposée sur le Congrès. Parmi ces innovations, vous proposiez la suppression des droits de douane entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande pour abaisser, je suppose, le coût des produits et faciliter les échanges, la rapidité des échanges et l'approvisionnement de la Nouvelle-Calédonie. Qu'en est-il aujourd'hui? Ce texte était prêt, c'est-à-dire qu'il allait être déposé le mardi qui suivait la démission des membres indépendantistes du gouvernement. Donc c'était, je crois, une vraie attente de la part des Calédoniens d'avoir justement ces relations plus fortes commerciales avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande et d'avoir des accords commerciaux avec des suppressions de droits de douane, 10%, c'est pas rien. Et donc on allait passer ce texte-là au gouvernement. Le fait d'être en affaires courantes ne nous permet pas de passer une loi de pays, donc les Calédoniens n'ont pas à être pénalisés par ça, et donc je demanderai à mon groupe politique Avenir en Confiance de déposer très prochainement ce texte sur le bureau du Congrès pour que les Calédoniens puissent bénéficier d'une baisse, notamment sur les produits de grande consommation. Eh bien voilà une nouvelle proposition. Le Congrès, lui, est toujours en activité, il est installé, le gouvernement, il cherche son président, mais effectivement, il peut y avoir des propositions de délibération. On l'a vu. De loi de pays, en l'occurrence. Des lois de pays et des lois de pays. Effectivement, pour la question dont nous parlions, on l'a vu récemment avec la question des indemnisations du chômage partiel. Exactement. Beaucoup laissent entendre, ça circule sur les réseaux sociaux, que le confinement va durer au-delà de 15 jours. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui ? Je peux leur dire que je ne sais pas aujourd'hui combien de temps va durer le confinement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va évaluer à la fois avec les scientifiques, à la fois avec les représentants des institutions, c'est-à-dire qu'on a confiné 15 jours, on a dit que ce confinement était là justement pour à la fois bloquer la propagation du virus,
de faire un point sur le niveau de propagation du virus en Nouvelle-Calédonie et on verra la semaine prochaine comment le résultat du nombre de tests et c'est là qu'on prendra une décision. Mais les deux solutions sont possibles, une prolongation du confinement comme un arrêt au bout de 15 jours. Oui. Chaque jour suffit sa peine. Exactement. Lors de son intervention devant le Sénat, le ministre des Outre-mer a assuré devant les sénateurs de la solidarité de la France à l'égard de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie. Concrètement, cette solidarité se manifeste par la fourniture gratuite de vaccins, autant de vaccins qu'on le souhaite, si je comprends bien, mais également les interventions financières directes ou au travers de prêts pour soutenir l'économie et les systèmes sociaux de la Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez être assuré aujourd'hui de la continuité de ce soutien de l'État? Moi, je suis rassuré d'être français aujourd'hui, hein. Vraiment. C'est-à-dire que la France est à nos côtés, à la fois sur le côté sanitaire, je l'ai rappelé sur les vaccins, et à la fois sur le côté économique pour prendre en charge une partie des coûts économiques. Enfin, le fonds de solidarité de l'État, c'est plus de 5 milliards hein, qui a été donné en aide directe aux entreprises calédoniennes. Plus, je parle pas du PGE, je parle pas du financement du chômage partiel où ils nous ont accompagnés, de l'accompagnement pour les aides aux collectivités. Si on n'avait pas l'aide de l'État aujourd'hui, on serait certainement dans une détresse sanitaire et économique. Ce sera le mot de la fin. Merci Christopher Gigès. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.